santé en place. Alors, le plan de travail vous est décliné de la manière suivante. Alors, en première phase, nous allons procéder à la désignation du président de séance et son secrétariat. Ensuite, nous procéderons à la présentation de l'ordre du jour par le président de séance et par la suite aussi, il y aura la présentation de la FETRAC. Quand je parlais de la fédération, c'est le nom de la fédération que je décline ici, la FETRAC, qui va chapeauter les différentes sections des différentes corporations professionnelles. Alors, à la suite de cela, on fera un état des lieux de la situation des syndicats du ministère de la Santé. Vous savez que le ministère de la Santé a eu beaucoup de syndicats, parmi lesquels vous connaissez le syndicat des médecins, vous connaissez le syndicat des agents de la main-d'œuvre non permanente, vous connaissez le syndicat le SYNAPS, syndicat national des personnels de santé, et il y en a plusieurs d'autres, même les administratifs avaient un syndicat qui s'appelait le SAPAS, syndicat des personnels administratifs de la santé. Mais quand vous faites le décompte de tout ça, vous constatez vous-même qu'il y a peut-être 2 syndicats que vous reconnaissez aujourd'hui pour avoir existé tant bien que mal. Alors, en 4e point, nous allons procéder à l'installation du Bureau national de la FETRAC, section interprofessionnelle de santé. En 5e point, on va adopter ce qu'on va appeler le cahier de charges. Et en 6e point, les divers. Alors, sans plus tarder, nous procédons à la désignation du président de séance et de son secrétariat. Alors, merci mesdames et messieurs. Je me porte vraiment à présider cette séance. Et à ma droite, Madame Aoré, qui va assurer le secrétariat de notre assemblée. Merci. Pour commencer la séance, je voudrais vous remercier solennellement pour avoir pris de votre temps pour assister à cette première assemblée qui va mettre les bases d'une nouvelle vision syndicale au sein du ministère de la Santé. Je me présente. Je suis Jilitaire Mombo. Je suis manager au sein du centre hospitalier universitaire d'Ovigo, en qualité de chef du personnel. Alors, comme décliné par M. Moussako, avant de présenter l'ordre du jour, je disais, je vous remercie pour le temps que vous nous accordez ce matin. En même temps, ici, remercier spécialement le président Louis Jocelyn Ngoma, le président de la Fédération gabonaise, la Fédération des travailleurs du Gabon, qui a voulu nous honorer et nous assister pendant ces assises. S'il vous plaît, avec vos acclamations. Merci.
Je profite aussi pour remercier le directeur du CHU de Beto, Madame Alice Berti Pikisamebe, qui a voulu que ces assises se tiennent au sein de sa structure. Je rappelle que le syndicat que nous allons mettre en place n'est pas un syndicat exclusivement réservé au personnel du CHU de Beto. Il est représentatif parce que plusieurs agents de différentes structures sont ici et ont bien voulu prendre part à ces assises. Alors, pour revenir sur l'ordre du jour, le premier point, nous allons passer la parole au président de la FETRAG pour nous décliner les missions, les objets, les conditions d'adhésion, les instances de cette organisation et surtout l'intérêt d'adhérer à un syndicat. Au deuxième point, nous allons faire l'état des lieux des syndicats du ministère de la Santé. Vous suivez l'actualité comme moi et vous savez que depuis plus de 20 ans, il y a un assouplissement au niveau de la revendication au sein du ministère de la Santé. Et nous savons que aujourd'hui, il y a une transition qui est ouverte à la négociation et aux propositions. Nous ne comprenons pas pourquoi les syndicats de la santé sont absents de tout ce qui se fait actuellement dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous lever ce matin pour mettre la branche nationale de la FETRAG section santé. Et le troisième point, nous allons ensemble analyser cette situation pour adopter une position commune. Au quatrième point, nous procéderons à l'installation du bureau national. Au cinquième point, nous adopterons un cahier des charges. Et enfin, les divers s'il y en a. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au camarade SG, Monsieur Jocelyn Wingoma. Merci. Bonjour camarades. Il y a un rituel qui est dorénavant de nature, c'est-à-dire nous sommes revenus à la citoyenneté, à la Renaissance. Il serait dommage que l'on reparte ici sans qu'on ait commencé la séance par le traditionnel hymne national. Les gamins du CIS ont été mis en garde à vue, ont été renvoyés pour avoir mal chanté l'hymne national. Donc on commence par une séance aussi solennelle. Sans l'hymne national, c'est la fausse touche, mais c'est normal, on sort d'un environnement de chaos, un environnement de foufou, excusez-moi l'expression, on rentre dans une nouvelle ère, mais on va quand même faire l'exercice de chanter l'hymne national, s'il vous plaît. Bien. 1, 2, et chant. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage la peur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Et nous y sommes fiers. Et
sommes dans un environnement syndical et dans l'environnement syndical, il y a une certaine ambiance de fraternité, d'amitié, de solidarité. Nous avons des slogans en nous aurons l'occasion de les appliquer tout à l'heure. Alors, je suis Jocelyn Lungoma, je suis ingénieur en informatique de gestion, je suis cadre de la CNSS. Je suis le porte-parole de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis membre fondateur donc, de la Fédération des travailleurs du Gabon, à l'image de la Fédération des entreprises du Gabon, parce que jusqu'à maintenant, les employeurs étaient organisés en ordre de bataille et les travailleurs étaient dans le désordre, parce que dans les conseils d'administration, c'est nous, les travailleurs, qui représentons d'autres travailleurs dans les conseils d'administration, c'est nous qui les désignons. Donc, si nous ne nous organisions pas, n'importe qui ira, comme d'habitude, aller nous représenter dans les différentes instances de décision sans venir nous rendre compte. Parce que comme vous êtes dans un conseil d'administration, vous avez l'obligation de venir rendre compte à vous-même, ceux qui vous ont décidé, qu'est-ce qui s'est dit au conseil d'administration, quelle décision a été prise. Et avant de prendre une décision, vous devez prendre l'avis des membres. Alors, la FETRAG est née d'un constat. C'est-à-dire que les gens de notre race, sans fausse modestie, qui n'acceptent pas qu'on leur marche sur les pieds, on n'est pas nombreux. Donc le syndicat, depuis l'avènement de la démocratie, comme disait le camarade tout à l'heure, la prolifération des syndicats a suivi la même trajectoire que les partis politiques. Et le premier syndicat du Gabon, c'est la COSIGA, qui était un organe de base du PDG. Et en tant qu'organe de base du PDG, quand il y a eu le multipartisme, de la même façon que les partis se sont créés autour du PDG avec les anciens du monopartisme, les syndicats également, toutes les centrales qui existent aujourd'hui sont issues de la COSIGA. Ce sont les discordances au niveau de la COSIGA, la mauvaise gestion, la non-transparence qui a fait que chacun estimait qu'il va aller créer sa boutique. Et je crois que c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la revendication salariale n'a jamais évolué. Depuis 90 jusqu'à maintenant, on est dans les mêmes revendications. Bref. Donc, partant de ce constat, et à partir du conflit que nous avions à la COSIGA, parce que la COSIGA, depuis le congrès de 2019, il y a 3 ailes aujourd'hui, 3 ailes à la COSIGA qui se bataillent pour la légitimité, parce qu'en plus, c'est vous les travailleurs qui donnez la légitimité à un leader syndical. Il faudrait que vous mettiez ça dans la tête. Nous ne sommes rien si vous ne nous donnez pas le mandat social pour vous représenter. Il suffit que vous tous là vous sortez pour que nous n'existe pas. Donc il faudrait que vous appreniez à comprendre que un leader syndical ne peut pas rester à la tête d'un syndicat 20 ans et vous êtes là, vous assumez ce qu'il est en train de faire. Non, vous montez au chrono et pour monter au chrono, il faut avoir la qualité de la voix délibérative. C'est-à-dire que vous êtes membre du syndicat, vous avez une fiche d'adhésion, vous payez vos cotisations, vous êtes à jour, c'est ça qui vous donne le droit de chasser un secrétaire général. Et si vous êtes les 2/3 du congrès, vous le mettez dehors. Vous le mettez dehors tout de suite. C'est-à-dire qu'un président du syndicat qui fait le gros dos à la tête du syndicat, parce qu'il est devenu l'ami du directeur général, il s'en fout de vous parce que vous lui laissez faire ce qu'il veut, mais ils font ce qu'ils font actuellement. Donc c'est ce constat qui a fait que nous réfléchissons et puis le 30 août est arrivé et la liberté est libérée. Donc les voix se délient, les gens ont le courage de dire certaines choses, même s'il y en a qui continuent de voir Ali Ben dans leurs rêves, ils sont toujours un peu cloîtrés, ils ont peur de parler, alors que Sylvia est en prison, celle qui manipulait, mais les gens sont un peu filés, mais c'est normal, ils vont sortir de ce marasme petit à petit. Donc nous on est toujours là, depuis le début, on brave. On a bravé ces gens de la Young Time, parce que s'ils étaient venus, vous avez appris qu'on a fait une grève de 2 mois à la CNSS. Mais si la Young Time était revenue, nous là on ne serait peut-être plus là, on nous aurait arrêté. Bon bref, ils avaient promis nos coups. Pour revenir donc à la FETRAG, nous avons pensé qu'il est grand temps de faire du syndicalisme à l'image de ce qui se passe dans les pays des autres. Il n'est plus question que nous retrouvons des agents d'exécution en train de parler pour telle corporation. Il n'est plus question que l'on retrouve des gens qui n'ont rien à voir avec une organisation syndicale parler au nom des syndicats. On a des chômeurs, on a des retraités qui se permettent de parler au nom des syndicats. Ils vont à Genève faire du tourisme, l'État leur donne des subventions pour faire de l'éducation ouvrière, ils ne le font pas. Mais nous pensons que la FETRAG, dans sa diversité d'adhérents, c'est-à-dire que nous avons les adhérents du secteur public, privé, parapublic et informel. Et donc la fédération, comme lui l'indiquait, a ça de particulier, c'est que
vous n'êtes pas obligé de faire des statuts parce que nous, on adhère, on a fait le temps pour moi, et les organisations syndicales déjà créées, et nous décidons des délégués syndicaux à travers qui nous créons des sections syndicales dans les différents secteurs d'activité. Et c'est un peu à l'image de la CGT, et ça fait que vous êtes arrimés au statut de la centrale, parce que la centrale prévoit effectivement le fonctionnement des sections syndicales. C'est pour ça que vous, quand Julie Kael est venue me parler de votre projet, je vous ai dit que actuellement les procédures administratives sont parfois un peu lentes. Vous allez traîner, constituez-vous en section syndicale, parce que c'est ce que nous allons faire. Nous allons installer une section syndicale dans tous les secteurs d'activité, et c'est ce que nous faisons. Nous l'avons fait avec les JSP dans nos télécoms, nous allons faire avec Clean Africa, avec vous, Communauté, etc. Donc, la FETRAC fonctionne soit avec des sections syndicales, soit avec des syndicats de base. Alors, donc, les adhésions se font au niveau de la section syndicale par le remplissage d'une fiche d'adhésion et une carte d'adhésion, une carte d'adhésion qui coûte 5 000 francs pour la première fois. Si vous la perdez, c'est de lui. Avec le temps, quand on sera beaucoup plus à l'aise, on va voir si on ne peut pas faire des macarons, mais pour l'instant on démarre. On commence avec des cartes papier qui ne sont pas très mal, des belles petites cartes. Donc l'adhésion, elle n'est pas compliquée, vous remplissez une fiche d'adhésion. Vous pouvez adhérer en tant que travailleur. Vous pouvez adhérer en tant que syndicat. L'avantage en tant que travailleur, c'est que si vous êtes seul dans votre entreprise, il n'y a pas de syndicat, vous adhérez à la FETRAC, nous allons vous désigner délégué syndical de la FETRAC dans votre entreprise. Et vous pouvez parler parce que vous savez que dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se mouiller. On les appelle les ramasseurs de coco, c'est-à-dire que les plus courageux secouent le cocotier, eux ils viennent ramasser. Donc les cocos nous tombent sur la tête et puis eux ils viennent prendre. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont assis derrière les claviers, nous on bouscule le cocotier et puis ils viennent ramasser. Mais malheureusement, il faut un tout pour faire le monde. Et il faut des gens comme nous pour être devant. Tout le monde ne peut pas être la locomotive dans le train. Dans le train, c'est les wagons et la locomotive. La locomotive tire les wagons sont inertes. Donc c'est ça. Donc la FETRAC un peu veut ressembler, de par la diversité des profils des acteurs qui l'animent, une organisation syndicale de renom, de réputation internationale, parce que nous allons nous affilier aux organisations internationales. Et les organisations internationales ont la possibilité de faire des formations à l'international. Moi, j'ai participé à ces formations dans le cadre de la COSIGA. J'étais à Genève, j'étais au Cameroun, j'étais au Sénégal. Donc, il y a des possibilités comme ça où les formations sont gratuites. À travers la CSI, par exemple, ce sont des formations qui sont gratuites dans plusieurs secteurs d'activité. Mais nos amis là, qui sont dans les boutiques syndicales, ils reçoivent effectivement toutes ces invitations, mais ils les utilisent eux-mêmes avec leur famille. Donc nous avons décidé que cette fois-ci, avec l'avènement de la transition, les choses doivent devenir différentes. Et nous avons une ambition, ce n'est pas une ambition démesurée, elle est ambitieuse, mais tel que c'est parti, nous sommes quasiment déjà les leaders sur la place dans la nouvelle dynamique des syndicats. Le fonctionnement que nous opérons, d'ailleurs le patronat, ils sont dans la même logique, la Fédération des entreprises du Gabon, même logique. Dans la Fédération des entreprises du Gabon, même le secteur informel est affilié. Nous faisons la même chose. Les autres vont mourir de leur bonne mort. On n'a pas besoin de les chasser, parce que nous, on va s'imposer, en fait, dans l'espace des travailleurs. Et avec ce que nous faisons comme travail, nous avons des variétés de profils de tous les niveaux. De la plus basse échelle à la plus haute échelle. Nous avons des cadres, nous avons des cadres moyens, nous avons des agents d'exécution. Donc, en ce qui concerne une problématique qui concerne une certaine catégorie d'agents, il est mieux que l'agent du niveau concerné aille discuter avec l'administration pour acquérir les avantages qui sont sollicités par toutes les catégories. Vous savez que les gens les plus faciles à satisfaire et à manipuler, ce sont les petits, là, les agents d'exécution. C'est eux que l'on utilise comme les bras armés pour déstabiliser les combats qui sont sincères. Donc, nous, on veut sortir de la politique. On ne veut pas faire de la politique. Nous voulons faire de la défense des droits des travailleurs, notre leitmotiv. Et pour ceux qui connaissent certains d'entre nous, nous ne faisons que ça. J'ai oublié de vous dire que j'étais le porte-parole des travailleurs dans le cadre de la réforme du Code du travail. J'étais élu par mes pairs pour être le représentant des travailleurs dans le cadre de la réforme du Code du travail. Ça veut dire que, même parmi nous, on se reconnaît quand même les uns la valeur des autres. Il y a des tricheurs, etc., etc. Alors donc, la FETRAC veut sortir de ce carcan. Et la transition nous donne cette opportunité. Et on a des gamins ici, il y a 2 semaines, c'est des gamins qui étaient à peine inconnus, mais aujourd'hui toute la ville parle d'eux et leur situation va sûrement changer. Parce qu'on a mis en eux les gens du courage. Et
le courage qu'ils ont eu, ils ont compris qu'en réalité, un cabri noir n'a plus peur de couteau. Si vous êtes dans une activité, vous avez un contrat qui est un contrat d'intérim, mais un contrat d'intérim, on ne se bat pas pour un contrat d'intérim, ça ne va vous amener nulle part. On vous paye la monnaie de singe, on vous paye par move-monnaie, il n'y a aucune traçabilité, vous ne pouvez pas prendre le pays, vous ne pouvez rien faire, mais la détermination de ces jeunes-là, leur résilience, a fait que tout le pays a pris et tout le monde est au courant aujourd'hui que plusieurs entreprises au Gabon fonctionnent avec des intérimaires et on nous a vendu 30 000 emplois depuis 2009 jusqu'à maintenant. En fait, ce sont des emplois précaires. Il y a plein de prestataires par qui les entreprises passent pour embaucher les intérimaires et les traiter comme des esclaves. Donc c'est un phénomène qui aujourd'hui qui a gangrène tout le pays. Donc à cause de ces jeunes-là, ce phénomène aujourd'hui est connu, mais ils ont eu un courage inouï. Malgré les intimidations, les menaces de licenciement, ils ont tenu, mais ils vont sûrement être embauchés parce que la situation aujourd'hui, elle est plus encore. Vous avez remarqué que Gabon Télécom, malgré tout le bruit qu'il y a, vous imaginez une société comme Maroc Télécom, avec tout le bruit qu'il y a, vous les avez entendus parler à la télé, ils ne parlent pas parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais pour avoir raison, il faut maîtriser les dispositions du droit. Et nous, dans notre logique, vous avez vu dans les prospectus qu'on a, je crois que Jules Carrel a envie de les amener, bon. Il y a une place pour la formation. Et la formation est indispensable. Dès que vous commencez à discuter avec votre employeur en faisant allusion en termes de droit, il va commencer à reculer. Mais en matière de droit, quand on commence à faire du règlement amiable, on est à la politique. Et là, le règlement amiable, c'est le plus malin qui roule. Or que dans les dispositions du droit, l'employeur ne peut pas bouger. Soit il est hors la loi, soit il est légaliste. Et quand vous avez la maîtrise de ces éléments, comme les gamins, en 3 semaines, ils maîtrisent les différentes dispositions qui les protègent. Notamment les articles 29, 30 et 31 qui encadrent les contrats d'intérim et les contrats de mission. Ils connaissent ça par cœur. Maintenant, ce n'est pas connaître par cœur, mais au moins avoir la quintessence d'une disposition de la loi. Parce que personne ne peut dire qu'il connaît le droit par cœur, même pas en Boranzo. On connaît les articles qu'on pratique tous les jours. Mais quand vous avez une disposition de la loi, vous devez être capable de dire que voici le résumé de la disposition de la loi. La 31, par exemple, dit que l'entreprise qui utilise les intérimaires est co-responsable du désordre que la prestation fait. Ça veut dire que si le prestataire traite mal ses employés en intérim, l'entreprise qui les utilise est également responsable. C'est ça le contenu en fait de la forme. Il y a beaucoup d'autres éléments qui arrivent, mais l'essence même de la disposition, c'est celle-là. C'est ça l'essentiel. Dès que vous avez appris cette habitude, je vous assure que aucun employeur ne pourra plus jamais s'amuser avec vous. Et nous ne sommes pas, nous, en FETRAC, nous ne sommes pas les adversaires de l'employeur. Non. Nous sommes des partenaires sociaux. Et en France, aujourd'hui, ce sont les syndicats qui discutent avec le président de la France, s'agissant de la réforme de la sécurité sociale. Ce sont les syndicats. C'est-à-dire quand le chef de l'État est élu, les premières personnes avec qui s'entretient, c'est qui? C'est le CAC 40. Ce sont les patrons. Ensuite, les syndicats. Mais au Gabon, chaque fois que le président est élu, jamais un syndicat n'a été interpellé parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Ils font du folklore. Et je le dis, j'assume. Un syndicat, c'est celui qui laisse des marques, qui laisse des traces, qui a des adhésions. Ce n'est pas ceux qui font des rassemblements pour avoir des images, pour voir des images à la télé, pour faire croire qu'on mobilise du monde alors qu'on allait chercher des gens à la gare routière. Ici, tous les gens qui sont là, ce sont des agents de l'hôpital. Ce sont des agents de l'hôpital. Mais il y en a qui croient qu'ils vont amuser la galerie, ils vont ramasser des gens à la gare routière pour faire le nombre, alors que derrière, il n'y a pas un suivi. Nous allons leur démontrer, vous avez vu la qualité des documents que nous produisons. On fonctionne comme ça, l'administration elle est écrite et on laissera des traces. Et ceux qui passeront après nous, ils vont trouver une fédération de travailleurs qui se portent bien avec des procédures administratives qui ne feront que être les rails pour que d'autres viennent suivre. Donc voilà un peu, de façon générale, ce que la FETRAC ambitionne de faire pour le futur. Donc je voudrais remercier encore Julie Carrel qui a percuté quand je lui ai expliqué la démarche. Il était dans une démarche de faire des statuts et règlements, je lui ai expliqué la démarche. Il a très vite compris. Et donc, en réalité, notre objectif, c'est d'installer des sections syndicales sur l'ensemble du territoire pour avoir la majorité des travailleurs du Gabon dans notre fédération, parce qu'on prépare également les élections professionnelles. Et jamais il y a eu des élections professionnelles au Gabon. Pourquoi? Parce que les syndicats d'hier servaient
les hommes politiques. Il y avait autant de syndicats que d'hommes politiques qui avaient des ambitions. Et du coup, ces syndicats n'étaient pas en fait à la solde des travailleurs. Et comme vous étiez différents d'eux, on vous prenait pour un fou. Mais avec le coup d'État, avec le coup de libération de Trump, je pense que les fous sont devenus des personnes normales aujourd'hui. Les vrais fous sont en prison là. Donc, vraiment, ayez le courage de vous exprimer. Vous avez la liberté dans le respect strict de la loi et vous défendez vos droits. C'est un droit. Pour revenir au fait que nous ne sommes pas des adversaires avec l'employeur, nous sommes des partenaires sociaux. Et un partenaire social, c'est celui qui apporte des solutions et des propositions à des problèmes qui sont posés. Parce qu'on a en partage avec l'employeur l'outil de production. Mais c'est l'entreprise dans laquelle on travaille qui fait que nous avons le salaire. Mais le patron, c'est aussi un travailleur, à défaut d'être le patron. Donc si l'entreprise est cassée, si on fait la grève, il n'y a pas de travail, vous n'aurez plus des entrées, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de primes. Est-ce que l'intérêt est d'aller à la grève? Non, la grève c'est le dernier recours. Quand on a un patron qui est voyou, on lui met une grève c'est pour l'imposer à venir à la table de négociation. Mais la grève, c'est le dernier ressort. Parce que quand on est déjà à la grève, on la suspend. Mais on suspend une grève. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller à la grève. Quand vous déposez même un préavis, il faut d'abord vous assurer que le préavis sera suivi. Et il faut arrêter une grève au préavis. C'est en fait le dernier outil. Quand on a la grève, c'est déjà pourri, c'est plus bon. Ça veut dire que le patron, il a un problème. Ou le patron, ou nous, on a un problème. Donc on n'est pas des adversaires, nous sommes des partenaires sociaux, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et l'objectif des partenaires sociaux, c'est de trouver le juste milieu. C'est-à-dire, on coupe toujours la poire en deux. Si vous avez tout ce que vous voulez au premier débat syndical, donc après vous arrêtez de faire le syndical. Non. Si vous voulez son foi avec l'employeur, vous dites qu'il n'a que 50. Mais c'est à lui d'apporter sa bonne foi, de prouver qu'il n'a que 50. Et il vous apporte tous les éléments. Bon, aussi pour apprécier les éléments financiers, il faut connaître aussi quand même les financiers qui savent lire. Sinon, on va avoir des ignorants qui peuvent nos syndicats, qui savent traquer, qui sont des rhétoriciens, ils sont incapables d'analyser un bilan financier ou un compte comptable ou même calculer ça, ils ne savent pas. Mais ils font du bruit, ils font de la politique. Or, on veut avoir des gens qui soient capables, quand il s'agit du secteur de la santé, qui soient capables de résoudre les problèmes des médecins. C'est-à-dire que du paramédical jusqu'au médecin, vous devez être capable d'avoir dans votre camp des gens qui soient capables de parler pour le compte des médecins. Et c'est pour ça que je dis que votre section, elle est impeccable parce qu'elle fédère un peu l'ensemble de tous les profils, mais vous devez normalement avoir le leadership au niveau du secteur santé, si vous communiquez bien en tout cas. Et vous avez des points focaux dans l'ensemble des différents sites, et puis voilà. Donc, mes chers camarades, voici de façon générique l'objectif de la FETRAG, et nous espérons que d'ici l'ouverture des concertations nationales, on sera déjà des leaders. Nous sommes déjà leaders actuellement, par la qualité des gens que nous avons, le nombre d'entreprises que nous fédérons. Les autres fonds de la communication, comme d'habitude, on a été élevés dans cette justification-là pour faire preuve qu'on est nombreux, alors qu'en réalité, on est de nos tenus appelés. Et ceux qui sont de tenus appelés, c'est souvent la télé, leur c'est la télé en fait. Ils passent beaucoup plus à la télé, ils font les points de presse, ils ne peuvent pas revenir du monde parce qu'ils n'en ont pas. Or, la télé, même les sympathisants regardent la télé. C'est-à-dire que celui qui travaille ici, là, qui vous appelle souvent quand vous êtes à la grève, oh, est-ce que c'est déjà bon là-bas? Ceux-là aussi, il faut qu'ils comprennent que avec la FETRAG, nous ne prendrons plus la défense des gens qui ne s'impliquent pas dans la lutte syndicale. Nous, on n'a décidé plus. Moi, ma carrière a pris un coup parce que j'ai décidé de faire ça. Donc, aidez-nous à vous aider. Mais nous ne prendrons plus, parce qu'on veut exister, des gens qui ne participent pas aux activités que vous faites. Il y a des cotisations à faire. Vous avez la chance, vous avez une salle. Parfois, on est obligé de louer des salles pour se réunir. Bon, là, on est une centaine. Quand on va être toute la fédération, on sera peut-être 1000. On est obligé de trouver un endroit. Il faut louer. Mais si on ne paye pas des cotisations, on n'est pas syndicaliste. Nous, on vit de ça. Et ne vous étonnez pas que vos leaders soient des corrompus parce que sans argent, on ne peut rien faire du tout. Donc, c'est un sacerdoce. Et ce sacerdoce, il doit être un sacerdoce de tout le monde. Vos leaders, ils prennent des coups. Moi, j'étais à la DGR hier, pour la petite histoire. J'ai été convoqué à cause des petits, là. Un employeur me convoque pour diffamation parce que j'ai fait un droit de réponse au mensonge qu'il a fait. Bref, ça c'était un détail. Donc vous voyez à quoi nous sommes exposés. Mais nous sommes forts parce que vous êtes derrière nous. Si vous n'êtes pas là, nous on n'est pas forts. Si vous n'êtes pas là, nous on n'est pas forts. Et les employeurs savent que quand vous êtes là, ils nous craignent.
Mais sans nous, sans vous, on n'est rien du tout. Même s'il y a des travailleurs qui cherchent des courageux, qui parlent fort à l'employeur, mais si vous fabriquez un courageux, il va vous manipuler tous. Il va vous manipuler, il sera de connivence avec l'employeur parce qu'il n'aura personne pour le contrôler. Donc, chers camarades, je vais m'arrêter par là pour vous dire encore félicitations pour la mise en pour l'organisation que vous avez faite. Nous allons vous accompagner avec toute l'expertise que nous avons, parce que nous avons cette expertise-là. Donc, je vous dis encore merci et bonne continuation. Merci, camarades SG. Certainement, les camarades ici présents voudraient poser des questions, comprendre certains détails qui n'ont pas été bien assimilés. Vous avez la possibilité de vous lever, de poser vos questions. Merci. S'il n'y en a pas, on va continuer. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Nous sommes entre nous ici. Nous sommes des camarades. Ou bien, on passe au point suivant. Merci. Alors, nous allons passer au point 2 pour faire l'état des lieux de la situation des syndicats du ministère de la Santé. Sur ce point, je voudrais ici nous rappeler que l'évolution des revendications du ministère de la Santé date autour des années 2009. 2009, ces revendications ont abouti autour des années 2013, où nous avons au même moment obtenu la prime de logement, un relèvement de la prime de logement, et nous avons obtenu la prime de risque sanitaire. Nous savons les syndicats qui étaient à l'œuvre à cette époque. Le syndicat Synapse, que nous saluons respectueusement. Alors, depuis ces années, nous avons constaté un assouplissement au niveau des revendications sur les problèmes subis par le personnel de santé. Imaginez-vous, de 2009, aujourd'hui nous sommes en 2023, plus d'une vingtaine d'années, les syndicats du ministère de la Santé dorment. Les syndicats dorment. Ils dorment pourquoi? Ils dorment tout simplement parce que ils sont devenus les défenseurs de nos responsables des structures. Ils sont devenus les défenseurs de notre tutelle. Je vais vous expliquer la raison. Je suis ici depuis 2014. Je vois tous les syndicats du ministère défiler, tous les jours, à chaque conseil d'administration. Comme on dit chez nous, la bouche qui mange ne parle pas. Les syndicats ont décidé de défendre, je veux dire les syndicalistes, ont décidé de défendre leurs propres intérêts à la place des intérêts du personnel. Et l'argent que vous travaillez tous les jours est partagé entre les leaders syndicaux, la hiérarchie et les responsables des structures. Voilà, depuis 20 ans, la raison pour laquelle nos syndicalistes ont arrêté de défendre nos intérêts. Nous sommes inquiets. Je suis inquiet. Et vous savez la position que j'occupe dans notre structure. J'aurais pu laisser cette situation à l'état, mais j'ai décidé de me lever pour dire trop, ça suffit. Ça suffit. Lorsque je regarde cet agent de la main-d'œuvre permanente, brancardier, fille des sables, électricien, qui travaillent nuit et jour, au risque de leur vie,
pour être payés à monnaie de singe. C'est vraiment triste. Et très sincèrement, si nous ne nous lèvons pas, personne d'autre ne viendra revendiquer à notre place. N'ayez plus peur. La peur a changé les camps. Comment comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui torpillaient les populations sont en prison? Mais il y a des gens qui continuent à avoir peur. N'ayez pas peur. C'est votre droit de revendiquer l'amélioration des conditions de travail et de vie. Alors, cette situation nous amène aujourd'hui à comprendre que si nous ne nous levons pas, ils vont continuer toujours à se comporter comme ils se comportent. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je suis passé dans différentes structures, au CHL, où j'ai été convié à une réunion animée par les membres du bureau du SNAPS, qui sont montés contre leurs responsables pour le destituer. J'ai dit à ces camarades que vous perdez du temps. Vous perdez du temps à destituer un camarade qui est là, qui a décidé de vivre sa vie, de faire du syndicat sa boutique. Laissez-le. Un syndicat ne vit qu'avec ses membres. Si vous, les membres, vous n'êtes plus d'accord et il vous empêche de le destituer, vous l'abandonnez. Le Gabon connaît un nouveau vent. Et c'est à nous de nous décider de rentrer dans cette nouvelle dynamique. Les syndicats, ils sont nombreux au ministère de la Santé. Mais il faut comprendre que ces syndicats étaient liés à l'ancien système. Ce sont des syndicats politiques, à l'image de la politique au Gabon à l'époque. Mais le Gabon a changé. Créons une nouvelle dynamique pour les mettre de côté. Et pour les mettre de côté, nous ne pouvons le faire que grâce à l'adhésion massive de tous les personnels dans une même direction. Alors, lorsqu'ils seront abandonnés, les dirigeants, la tutelle comprendront qu'ils n'ont plus de base. J'ai personnellement milité ici, il y a 2 ans, 3 ans, à demander aux agents d'adhérer au syndicat d'un camarade qui est dans la dynamique unitaire, qui venait souvent ici, le SYNAPSA. J'ai personnellement demandé aux agents, je lui ai demandé les fiches d'adhésion. Beaucoup des agents ici, au CH ont pris les fiches d'adhésion. Ils ont même donné leur cotisation qu'on a gardée pendant plus d'1 an dans notre bureau, dans l'espoir que ce dernier pouvait monter une dynamique. Et on était derrière pour le soutenir. Malheureusement, il ne suit pas. Il fait du syndicalisme circonstanciel. Il arrive aujourd'hui et puis il part et il disparaît. Il ne revient qu'après 1 an. Et j'ai compris que c'est tout simplement à cause de l'argent. Parce que quand vous avez mangé quelque part, il est difficile de vous affronter à celui qui vous a donné de l'argent. Alors, aujourd'hui, nous disons, trop c'est trop, il faut qu'on passe à autre chose. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, si nous prenons le décret sur la prime de risque sanitaire, nous nous rendons compte qu'à l'époque, il y a eu une partie du personnel qui a été oubliée. Et malheureusement, nos syndicats ne prennent pas la défense de ces agents qui ont été oubliés. Le travail à l'hôpital est un travail de chaîne. Et nous constatons tout simplement qu'il y a des gens qui pensent que les prestations qui
qui sont servis à l'hôpital, ils sont les seuls à le faire. Malheureusement, ils se trompent. Dans une chaîne, lorsqu'une fille des salles n'a pas fait son travail, le médecin ne peut pas travailler. Lorsque un électricien n'est pas à sa place, le médecin ne peut pas travailler. On ne peut pas comprendre que l'argent produit dans les structures hospitalières soit exclusivement réservé aux médecins, alors que chacun joue son rôle. Chacun est important à son niveau. Nous avons le décret 1396 sur la gestion des recettes propres des hôpitaux. Ce décret met une clé de répartition qui n'a jamais été appliquée. Voilà pourquoi les autres personnels sont maltraités au sein des structures hospitalières. Et je parlerai aussi de ceux qui ont été oubliés sur la prime de risque sanitaire. Imaginez-vous, la prime de risque sanitaire ne tient en compte que le personnel ayant le profil santé. Tous ceux qui n'ont pas le profil santé ne bénéficient pas de la prime de risque sanitaire en milieu hospitalier. Je vais citer les mécaniciens, les ingénieurs maintenance industrielle, les informaticiens, les plombiers, les techniciens de surface, les archivistes, les gestionnaires de ressources humaines, les juristes, parce qu'on en a plusieurs qualifications qui interviennent en milieu hospitalier, n'ont pas la prime de risque sanitaire. Alors, cela fait mal. Nous courons tous les mêmes risques. Malheureusement, on exclut une grande partie de personnel au bénéfice de cette prime. Et là, nous allons faire de ces chantiers notre premier combat. Parce que lorsqu'on est en milieu hospitalier, tout le monde devait profiter des avantages, des primes, des recettes que nous générons. Vous savez que il y a des situations gênantes en milieu hospitalier. J'ai le décret sur la création des agences comptables en milieu hospitalier. Chers camarades, voilà une autre épine que nous avons en milieu hospitalier, les agences comptables. Vous auriez, avec détail, le montant des primes des personnels de santé détournés par ces agences comptables. Alors que nous savons que dans les services, il manque le minimum. Et ça, ce serait notre combat. Nous allons solliciter de nouvelles autorités. La suppression des agences comptables en milieu hospitalier. Les primes qu'ils prennent, c'est de l'argent du personnel de santé. Cet argent devait permettre l'harmonisation de primes pour que le brancardier qui soulève le malade puisse avoir un minimum. 50 000, on n'en veut plus. 45 000, je crois. 45 000, on n'en veut plus. Et vous allez prendre compte, les agents de la même catégorie, employés à l'agence comptable, ont peut-être le quadruple de ce que nos techniciens qui travaillent directement avec les malades gagnent. Voilà les problèmes que nous allons régler. C'est pour cela que nous devons nous constituer en syndicat pour nous défendre. Parce qu'eux, ils mangent pour eux, alors que c'est nous qui souffrons. Alors, les situations gênantes,
Le gouvernement a suspendu les mises en stage depuis 2014. Et vous savez que la santé est un secteur très sensible. La formation devait faire partie au quotidien. Je veux dire, la formation devait être, la formation devait être permanente, voilà. Parce que le corps humain nécessite une attention particulière. Mais malheureusement, depuis 2014, les formations sont suspendues. Malgré la suspension, nous avons plusieurs agents qui ont décidé, avec leurs propres moyens, d'aller se faire recycler. Comme les médecins, qui décident d'aller se faire recycler. Mais nous constatons tout simplement, lorsque les autres personnels, en dehors de médecins, vont se faire recycler, l'administration ne tient pas en compte le recyclage des autres personnels et ne considère uniquement que le recyclage des médecins qui n'obtiennent pas l'autorisation de la fonction publique. Voilà un autre problème. Nous devons nous battre pour ce problème. Le personnel de santé doit se faire former. Donc, ce genre de situation administrative qui date depuis 2014 concerne aussi bien les formations que le reclassement, les titularisations, intégration et autres. Alors, lorsqu'on parle de la main-d'œuvre non permanente, cela voudrait dire que ce personnel devait être utilisé pour un temps bien précis. Aujourd'hui, on constate qu'elle a été ou elle est utilisée à vie. Et pour cela, nous devons réclamer le nouveau statut des agents de la main-d'œuvre non permanente. Demander au gouvernement tout simplement de le reverser dans la fonction publique gabonaise pour que ces agents bénéficient d'une carrière comme les autres personnels. Voilà un peu les chantiers pour lesquels nous devons nous lever à partir de maintenant. Alors, en dehors de ce chantier, nous avons le problème du non-paiement de rappel. Vous avez suivi dans les médias que le Premier ministre a dit dans son bilan de 100 jours qu'il va payer les rappels. Mais le paiement de rappel n'est que la conséquence de la régularisation d'une situation administrative. Je pense qu'il devait commencer par la régularisation des situations administratives avant de payer les rappels. Car vous savez que l'augmentation de la vie au Gabon ne permet plus aux citoyens de vivre. Et le CTRI est la bienvenue. La bienvenue pour nous régler toutes ces situations. Voilà pourquoi, au terme de ces propos, je voudrais, s'il y a des réactions, pour qu'il y ait un échange entre nous. Vous pouvez compléter certainement les informations que vous avez, ça nous aidera à avancer dans le débat. Merci. Vous pouvez lever la main, on va vous donner le micro. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis monsieur Migara Fabrice. Je suis infirmier, régulièrement avec le bloc opératoire de la structure. J'ai ma première prise de service depuis 2006. Ça fait 17 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais été en stage, je garde le même statut. Si je suis rentré dans cette corporation, c'est parce qu'après on me disait 5 ans plus tard, tu
pouvaient avoir un nouveau statut, aller en stage. Mais je trouve ça comme une manipulation de mon employeur. Donc, depuis plusieurs années, les gens ont peut-être 20 ans, 25 ans de service, ils ne sont jamais allés en stage. C'est vraiment déplorable. Et au service, même si tous les jours, dans la formation, on parle de l'accueil et de la compassion pour le patient, je vous dis, personne ne va à l'école pour devenir pauvre. Ça, c'est seulement. On tombe dans la rue. On est embêté, tu te lèves malgré toi le matin pour aller au travail, ça n'a jamais changé. Tu ne sais même pas si on pense à toi. Et dans les services, les supérieurs passent tout le temps en matin. Ce qu'ils veulent, c'est le travail. Bien. Alors, moi je pense que si le syndicat, ensemble, nous pouvons être pour que nous arrivons à régulariser la situation, à cette situation de stage. Non seulement les gens ne sont pas allés dans le stage avant, depuis, mais encore on fait des gels. Je ne sais pas, on gèle quoi. Depuis, vous avez gelé. C'est des problèmes qui nous nuisent. C'est des problèmes qui font que même quand vous arrivez à l'administration, si quelqu'un parle, vous commencez à tourner le dos. Donc voici un problème. Donc la situation des stages. Essayons de voir comment on fait pour que cette situation soit réglée. Qu'est-ce que ceux qui ont fait 20 ans de service, maintenant ça d'aller à stage, doivent faire? Est-ce qu'on décide de les reclasser à une autre catégorie? Ont-ils encore l'âge de faire l'école? Et même pour aller en stage, il faut que tu fasses un concours. Et le concours n'est pas que 10. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le problème. Excuse-moi. Ce genre de cas, ça c'est une réclamation. Le problème avec les réclamations, c'est qu'elles sont isolées. Dans le cas de charge, en général, le cas de charge, c'est le cas de revendication. Après, un cas de réclamation, si elles sont généralisées, là, on peut la classer dans le cadre des revendications. Mais c'est une réclamation qui est pertinente, il aura besoin du soutien des autres. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'avantage d'une fédération, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la grève de solidarité. La grève de solidarité. Et ça, c'est l'une des forces de l'honnête. La force de l'honnête, c'est que si c'est Sogara qui a un problème, c'est tous les pétroliers qui vont descendre qui vont bloquer le travail. Je ne pense pas qu'une entreprise prendra le risque, que lui, un employeur plutôt prendra le risque, que ces travailleurs fassent en sorte que tout le secteur soit bloqué parce que c'est lui qui est en train de faire un peu le têtu avec ses travailleurs. Donc voilà la force de non seulement la solidarité, de l'unité. Et la Fédération des travailleurs du Gabon, c'est tous les travailleurs du Gabon sans distinction de secteur d'activité. Et je vous assure que si les gens comprennent ce qui se passe, mais on sera obligé de faire avec nous. Et on sera obligé de faire avec nous parce que nous avons même le secteur informel. Vous savez ce qu'ils font dans le transport interurbain là. Mais c'est les gars qui sont hyper puissants. Au Cameroun, c'est les gars des motos là. Mais c'est les gars qui font les renseignements. C'est des gars hyper puissants. Ils peuvent paralyser tout le fonctionnement d'un État en une journée. Donc, le seul argument que nous avons dans le syndicat, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Si vous n'avez pas les arguments pour inverser un rapport de force, on va toujours vous marcher dessus. L'adversaire accepte de parler quand il est en position de faiblesse. Et là, il va céder. Mais l'employeur en général, même s'il sait qu'il bénéficie des retombées des luttes que nous menons, parce que ce dont vous parlez, c'est valable pour tout, c'est valable aussi pour les gens à ce stade. Mais quand on va prendre une disposition légale qui va normaliser, c'est ça, eux qui sera même peut-être bénéficiaire, tu vas laisser des plus, c'est d'autres qui vont bénéficier. Donc le rapport de force est un argument essentiel dans les luttes syndicales. Il faut avoir les moyens pour faire plier la partie d'en face, pour accepter en fait nos points de vue. Mais quand on n'est pas en position de force, mais on subit. Et c'est ce que tu disais tantôt, que nos camarades ont choisi de faire le combat de la tutelle. Et c'est partout pareil. Les gens choisissent de faire le combat de la tutelle. Malheureusement, c'est que là, il faut partir en prison.
Aujourd'hui, les gens sont un peu objectifs. Tout le monde a un peu peur, on ne fera plus comme avant. Et c'est une bonne opportunité pour que, si tu as bien réussi à mettre l'adversaire un peu à terre, ne fuis pas. Maintiens-le à terre. Parce que là, les gars réfléchissent. Est-ce qu'on peut encore marcher? Sinon, on cède. Mais ils vont pas marcher. C'est maintenant qu'il faut dire, bon, on est des gens équilibrés, organisés, solidaires et dynamiques. C'est tout. Merci. Ouais, Oui. Je continue dans les lances. Ah oui, là, il y a des lois. Je continue dans les lances. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Le micro ou non? Vas-y. Ça va pas passer au micro. Tiens, les non, ça va être très bon. Il y a des charges sociales. Les charges sociales payées par l'hôpital. C'est primes. Il y a une prime qui nous embête. Dans cet hôpital, c'est la quote-part. Premièrement, on ne sait pas si l'administration ne peut pas nous la donner personnellement. C'est-à-dire, on va à un endroit comme on fait la prime de canonnerie. Ce n'est pas pourquoi cette prime se retrouve dans les mains des gens pour que cela partage ça aux gens. Je ne comprends pas. Et ceux qui partagent ça font ce qu'ils veulent. Avec, ils sont en rapport, et puis dans des groupes, les amis avec les chefs. C'est ça. C'est des coquins de coquilles. Voilà. Il vient, il décide un matin, tu n'as pas été là, tu étais en retard la dernière fois, tu n'as pas de haute part, et il s'est partagé 50 000, 60 000 à chacun, toi tu n'en as pas. J'ai une situation, nous avons payé nos cours nous-mêmes, en accord avec l'État, où nous allons à l'école dans une université de la place privée. Vous revenez à l'hôpital, on vous dit, quand vous partez souvent à 14 h pour aller à votre école, on ne vous donne pas la quote-part. Mais pourtant, tous les mois, vous travaillez. Et là, les chiffres sont là. Pourquoi cette quote-part se trouve dans les mains des gens? Et on dit, on a enlevé pour 5 personnes. Quand on enlève la ça retourne chez le patron ou bien ça reste? Mais je vous dis, c'est hier, j'ai la preuve ici, j'ai trouvé dans le document, c'est signé à ma place, 30 000, il n'a pas signé, je n'ai jamais reçu ça. Si je porte plainte, vous voyez, s'il vous plaît, on arrive à régulariser avec toute la discipline, le respect, la situation de ceux-là qui reçoivent ça en main. Parce qu'après, ça va poser problème dedans. Sincèrement. Bien, voici Merci, M. Miguel. Non, c'est pas une question. Bonjour à tous. Mademoiselle Karine Lili. Je veux aborder, en tout cas, aller dans le même sens dans sa première question, dans ce qu'il a évoqué en premier lieu. Par rapport au reclassement, par rapport à l'ancienneté de notre travail, s'il faut le dire. Moi aussi, je suis déjà à 18 ans, depuis 2005. Nous ne sommes jamais repartis à l'école. Mais récemment, il y a un nouveau syndicat
Synapse GAM, qui avait découvert qu'au tribunal, il y a un décret qui dit si un agent a l'ancienneté de 15 à 16 ans ne doit plus repartir à l'école, mais doit être reclassé. Je pense que ça aussi, il faudrait qu'on se batte pour ça. En ce moment, depuis 2005, s'il faut le dire, on ne peut plus trouver un agent qui est en dessous de 30 ans. C'est 40 ans, 50 ans plus. Est-ce que nous avons encore cette faculté de repartir à l'école? Au fur et à mesure que nous travaillons, la mémoire est bien faite, les facultés visuelles aussi s'abaissent. Est-ce que devrons-nous repartir à l'école à cet âge, 50 ans, 49 ans, 48 ans? Il faudrait qu'on se batte pour qu'on soit reclassé. C'est ce que je voulais normalement partager. Parce que je crois qu'il faudrait qu'on sache ce décret pour pouvoir se battre pour le personnel qui travaille depuis des années, mais a toujours le même salaire, rien ne change. Le statut ne change pas. Aujourd'hui, le personnel est malade. Nous avons la tension, nous avons des courbatures, les malades, tout ce qu'il faut pour se dire on avait que d'autres personnes profitent de nos finances et nous sommes toujours dans le même état. Je pense qu'actuellement, un personnel de santé ne peut plus être payé à 300, 400 000 pendant que les autres nagent dans les milliards. Je crois que ça aussi, il faudrait qu'on se batte pour la hausse du salaire aussi des agents. La santé travaille beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Bénédé Ursula, fille de salle depuis 1 an. J'aimerais savoir si un jour, nous qui sommes payés ici à l'hôpital, si un jour ça va changer, si on va être basculé en banque comme certaines personnes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant, comme le monsieur venait à peine de dire, par rapport au code-part. Une personne comme moi, ça fait 8 mois que mes chefs ne me donnent pas de code-part, sous prétexte que je suis boudeuse. Le fait d'avoir refusé 7500 de code-part et remettre ça à mes chefs, jusqu'à présent, mes chefs ne me donnent plus de code-part. Je ne sais pas où ces code-part partent, mais mon nom est toujours dans la liste quand elles vont décharger. Elles prennent mon argent, elles mangent, elles me disent qu'elles ne rentrent pas avec ça chez eux. Et c'est pour payer les choses du bureau, les cafés avec. Est-ce que c'est normal? C'est un peu ça. Et savoir si aussi un jour on aurait des retraites. Je n'ai pas de matricule. Jusqu'à présent, on me dit matricule en cours. Donc, tout ça, j'aimerais savoir. Je vais un peu être situé sur ça. Je vous remercie. J'ai un souci à propos du personnel. Le personnel n'est jamais pris en compte ici. Quand on tombe malade, vraiment la prise en charge est plus. Et je me rends compte que au niveau de la caisse ici, à la CNAMGS, nous avons des zéro. Donc nous, on n'a jamais vu ça. Pourquoi on néglige le personnel? Au moment où on travaille, arrache-pied comme des robots. 2. Les recettes des sociétés privées. Pourquoi ne pas faire un quota des recettes des sociétés privées en prime, en quote ou en les primes, les quotes pas pour les primes de garde? Parce que je me rappelle avant aujourd'hui, il y a eu des recettes où on faisait, s'il y a les sociétés privées qui arrivaient, on fait des primes de garde uniquement pour eux. Parce que quand ils viennent, c'est x2. Si la chambre était à 20 000 francs, on leur fait la chambre à 40 000 francs, par exemple. Donc, on avait ces primes-là. En tout cas, on n'en voulait même pas, on ne touchait même pas nos salaires, quoi. Mais ici, là, on nous confiance, les sociétés qui viennent. Pourquoi on ne voit jamais ces primes? C'est pas quand même gentil. On ne sait même pas où ça part. Les accidentés arrivent. Ce sont les biens qu'on vient de jeter. Pourquoi
comme on se rend compte que les portières, elle fait à peine de mourir, c'était vrai qu'elle est en début. Moi, je pense que c'est ça la solution. C'est à refaire. À refaire. Le micro est au point. Moi, mon problème, c'est que la dame vient de dire là. J'ai eu un accident le jour là, je venais ici au travail. L'accident du travail. Quand j'arrive ici, j'ai été touchée par le dos. On m'a dit de faire, j'ai vu le médecin, ça va aux urgences. On m'a fait la consultation. Quand je fais la consultation, on dit que l'on va prendre la prise en charge. Quand j'arrive ici, on me dit 36 000. Après 36 000, on dit non, c'est trop. Il faut partir prendre la FNAMGES, on va mettre ça dans la FNAMGES. Quand je ne vais pas prendre la FNAMGES, c'était maintenant 3 000, 6 000 et quelques. Oh, c'est peu. Les gens ne peuvent pas signer ça. Il faut te débrouiller toi-même. Peut-être parce que je suis fille de ça, je n'ai pas fait l'école. Nous qui n'avons pas fait l'école, on ne peut pas nous prendre en charge. Donc, je m'appelle mourir à la maison. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème de l'antidote. Ici, là, les jeunes, quand tu dis que tu es malade, on dit que tu mens. Parce que tu es vieille. Vous êtes venus, vous avez amené votre vieillesse, vous avez su que ici, là, c'est le ménage. Avec votre vieillesse, vous dites que maintenant, nous, on a mal ici, on a mal ici. À cause de la vieillesse. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est l'hygiène. Je ne sais même pas s'il y a une personne de l'hygiène ici. Les gens de l'hygiène nous embêtent. Les gens de l'hygiène nous embêtent tous les jours. Tu peux quitter chez toi en jouant que les gens avaient travaillé. Dès que tu arrives à la côte de l'hygiène, ça dit non, la joie vite. Tu rentres maintenant dans la colère. L'hygiène nous embête. Arrangez un peu de toi avec l'hygiène. Parce que sinon, moi si on me suit encore un jour, je viens ici là, c'est pas l'hygiène qui me paye. C'est pas l'hygiène qui me paye. Mais comment quelqu'un va te dire que, en tout cas, nous on quitte ici, on doit aller encore ramasser les poubelles qui sont. Les asticots sont déjà juste ici. On demande d'aller fouiller les sachets de poubelles à la grande poubelle. On non, soit tu es aux urgences, tu vas fouiller tes sachets. Quand tu coupes, on dit que non, toi tu es une grande poubelle. Si tu ne veux pas, tu vas voir ce qu'on va te faire. Il y a quel problème? Tous les jours, c'est les menaces. On nous menace tous les jours. Tous les jours, on va t'arriver au travail parce que tu n'as pas fait telle chose. Il y a quoi? Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on est venu ici, on est à la CPE pour venir souffrir. On devient maintenant les esclaves des gens de l'hygiène. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis Mokambo Francis. J'ai deux points à évoquer. Le premier point, c'est par rapport aux gardes et aux astreintes. Je pense que garde et astreinte ne s'écrivent pas de la même manière. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on prend des astreintes et les astreintes là ne sont jamais payées. Et on signe. Et à la fin, on vous dit c'est mélangé avec la garde. Mais pourquoi nous faire signer ça alors, si c'est mélangé avec la garde? On peut une bonne fois signer la garde et on nous paye ça. Donc, ce qui veut dire, si c'est mélangé avec la garde, qu'on perçoit 45 000 francs, c'est-à-dire la garde, qu'on passe 12 heures d'affilée ou parfois 24 heures, c'est-à-dire c'est à peine 12 000
ou 15 000 qu'on gagne par mois alors. Et deuxième point, c'est lorsque tu t'absentes, on te coupe 10 000. Mais lorsque la IP s'absente, tu lui coupes ça. La dernière fois, on a pris une garde que la IP n'est pas arrivée. Je ne pense pas qu'on lui a coupé ça. On a pris des astreintes ici que la IP n'est pas arrivée sous prétexte qu'il y avait la pluie. Mais nous, quand on vient ici, donc, ce sont eux qui évitent la pluie, nous, on doit se mouiller. De peur qu'on ne te coupe les 10 000. Et il y a un autre point concernant les formations. Pourquoi les formations qui sont données à tout le monde, au personnel? Je vais dire que quand ça arrive à la direction, ça part de bouche à oreille. Lui qui a tonton à la direction, tonton appelle le neveu pour dire après le dossier parce qu'il y a la formation. Donc c'est-à-dire, le bon travailleur c'est le neveu de tonton, le reste là ne sont pas des travailleurs pour aller en formation. Et le dernier point, c'est son intro. Son intro. Essayer de nous revoir vraiment cette situation. Et on te demande de faire le maxi, de te donner à fond sur ton boulot, alors que les dirigeants ne se donnent pas à fond sur leur boulot concernant le personnel. Et généralement, le constat que j'ai fait, c'est-à-dire, dans cette structure, la main-d'œuvre, les agents de la main-d'œuvre sont pris et sont traités comme les moins que rien. Parce que le fonctionnaire est plus intelligent que l'agent de la main-d'œuvre, alors que nous tous, nous avions fait l'école. Mais quand il s'agit des travailleurs, on ne voit pas le fonctionnaire à l'œuvre. Il y a beaucoup de fonctionnaires ici, dans cette structure. Et quand il s'agit de travailler, tu le mets sur le fait accompli, zéro, nul. Même tenir un bic, il tremble avec le stylo sur le papier pour rédiger un rapport. Mais quand il s'agit de marcher avec le document, avec la veste, c'est où on voit le fonctionnaire. Merci. Dernière intervention. On prend deux interventions. Bonjour à tous. Je suis Kandou Naël Diaz, IDEF, affectée au service des urgences. J'aimerais ici m'exprimer par rapport aux différentes catégories signalées ici. Il y a une catégorie des agents qui n'a pas été touchée. Les agents affectés par l'État non salariés. Ces agents-là participent à la génération des recettes de la structure. Mais ils ne sont pas pris en compte. Nous rencontrons des difficultés pour le taxi. Il n'y a pas de transport. Il y a des agents qui sont locataires. Bien sûr affectés par l'État, mais lorsque tu travailles dans une structure qui génère des recettes, je pense que cette structure-là est en habilité de prendre en charge ces agents.
Alors nous constatons aussi au sein de certains services le manque de personnel, la répartition des équipes. Comment pouvons-nous concevoir que dans un service des urgences, il y ait 2 infirmières, de jour comme de nuit, sachant que nous avons comme charge l'accueil des patients, nous avons également des mini-réa, si je peux le dire ainsi, nous avons des hospitalisations qui ont été multipliées depuis la création du service Réa Covid. Ça fait beaucoup pour 2 infirmières.